Le deuxième dossier, c'est un patient de 39 ans, relativement jeune, qui est amené aux urgences. Donc ça commence encore par les urgences. Vous allez voir qu'en gastroentérologie, il y a beaucoup de dossiers qui commencent par les urgences et qui finissent par des maladies chroniques. Ça vous prouve ce que je vous disais, que c'est une spécialité très variée où on fait du chronique et de l'aigu. Donc il est amené par les pompiers aux urgences devant des douleurs abdominales intenses. Elles ont débuté il y a plus de 6 heures, enfin il y a 6 heures. C'est des douleurs que je décris et qui sont assez typiques, hein. Épigastriques, transfixiantes, donc transfixiantes qui vont vers le dos. Ça, vous le verrez, de toute façon, c'est parce que ce dont on va parler, c'est une pathologie fréquente. Vous le verrez aux urgences et vous verrez que les patients décrivent vraiment cette douleur transfixiante. C'est frappant. Il n'y a pas vraiment de doute quand on a cette douleur. Accompagné de nausées, ça peut, c'est dans 80% des cas ou 60% des cas, je ne sais plus, il y a des nausées associées. Donc le patient est couché en chien de fusil, difficilement examinable, il a un abdomen souple, la pression artérielle est correcte, la fréquence cardiaque est correcte, il n'a pas de température, la saturation en air ambiant est bien. Il a eu plusieurs épisodes de la même douleur au cours de la dernière année, mais cet épisode est plus douloureux, donc une douleur récidivante épigastrique. Il avoue boire un petit peu, un alcoolisme qu'on appelle un alcoolisme social, hein, c'est-à-dire qu'il boit au repas, pour ses repas d'affaires, mais il ne boit pas vraiment de façon massive selon lui. Donc question numéro 1, quel diagnostic on suspecte Quel diagnostic tu suspectes devant ce tableau? Je suspecte une pancréatite aiguë non grave, d'origine alcoolique probable, donc qui survient sur une pancréatite chronique. Donc, très bien. Pour l'affirmer, il nous faut la bio, avec notamment une lipase qui va être supérieure à 3 fois la normale. Tout à fait. Des douleurs qui sont compatibles, là. Très bien. Et le terrain. Exactement. Social. Tout à fait. Donc, tu as bien fait de ne pas me citer le scanner, puisque le scanner n'a aucun intérêt diagnostique, c'est en tout cas ce qui est marqué dans la conférence de consensus, pour la pancréatite. Donc, on suspecte effectivement une pancréatite aiguë. Je ne vais pas vous dire pourquoi, hein, la douleur est typique. Sur une probable pancréatite chronique d'origine alcoolique. Pourquoi pancréatite chronique d'origine alcoolique? Sur le terrain, il nous dit qu'il boit un peu et il a eu des douleurs à répétition. Donc, on ne se mouille pas trop en disant ça. Le diagnostic de pancréatite aiguë est affirmé devant l'hypasémie supérieure à 3 fois la normale, plus douleur abdominale. Ça, c'est la définition de le diagnostic de la pancréatite aiguë. Il n'y a rien besoin d'autre pour faire le diagnostic. Donc, vous voyez que c'est un diagnostic très facile à faire. De toute façon, cliniquement, on a peu de doute. J'ai rajouté dans la correction l'ASP pour orienter le diagnostic vers une pancréatite chronique, pour chercher des calcifications. Maintenant, c'est vrai que je l'ai coté un peu fort, mais ça ne rentre pas dans le diagnostic de la pancréatite en elle-même, ça oriente vers l'étiologie, enfin en tout cas vers la pancréatite chronique. La question numéro 2, l'interrogatoire chez ce patient. Donc on lui demandera les choses habituelles, l'âge, antécédents médico-chirurgicaux. Est-ce qu'il a eu des antécédents d'intervention sur les voies biliaires? On peut lui demander. Est-ce qu'il a eu une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, qui est une des causes de pancréatite? Deuxièmement, combien il boit, hein, la quantification de la consommation alcoolique. Les antécédents lithiasiques, est-ce qu'il a déjà eu des douleurs biliaires, notamment en dehors de ces crises transfixiantes? Est-ce qu'il a eu des douleurs compatibles avec des coliques hépatiques, par exemple, ou des cholécystites? Est-ce qu'il y a une altération de l'état général, hein, parce qu'une autre étiologie auquel il faut penser dans la pancréatite, c'est le cancer du pancréas, hein. C'est de manière générale une masse tumorale qui va comprimer les voies pancréatiques. La description complète des douleurs, début, mode évolutif, localisation, irradiation, et argument pour une autre étiologie de pancréatite. Voilà, mais bon, les étiologies auxquelles vous devez absolument penser en cas de pancréatite, c'est de l'alcool, les calculs. Avec ça, vous avez 80% des causes de pancréatite. Vous devez penser au cancer parce que c'est une cause qui est relativement fréquente quand même et qui est grave. Alors un patient de 50 ans qui se présente avec une pancréatite chronique, il faut absolument rechercher le cancer, hein. Même un patient qui est un peu plus jeune, faudra le faire de toute façon. Et après, les autres causes sont un peu plus anecdotiques à votre niveau, hein. Il y a les malformations pancréatiques, les TIPMP. Il faut penser ici quand même à l'hypertriglycéridémie, qui est une cause classique à rechercher.
Mais quand on parle de hypertriglycéridémie, c'est une hypertriglycéridémie massive. Ce n'est pas 2 N de triglycérides. C'est des hypertriglycéridémies familiales, en fait. Question numéro 3. Le patient vous apprend qu'il n'a pas d'antécédents médicaux particuliers, sauf quelques traumas qui sont survenus au décours de soirées un peu trop arrosées. Vous vous souvenez que dans l'énoncé, il nous disait qu'il ne buvait pas pendant les soirées. Donc, on voit qu'il boit un peu plus qu'annoncé. Il faut dire que cet homme est un cadre commercial et il a du mal à refuser un verre. Donc on voit qu'il boit un peu plus, effectivement. Et comment, donc on revient quand même, on s'intéressera à l'alcool après, on revient à l'évaluation de la gravité de la pancréatite. Est-ce que tu connais les scores de gravité de la pancréatite ? Donc il y a les scores spécifiques et non spécifiques. Dans les scores spécifiques, on a le score de Ronson qu'on fait à l'admission et H48, et le score d'Imri qui est dérivé du score de Ronson. Et en imagerie, on a le score de Balthazar. Et après, on a tout ce qui est les scores de Réa non spécifiques avec l'APACH, le SAPS. Voilà. Tu veux le détail des scores ? Non, je ne veux pas forcément le détail des scores, mais est-ce qu'il y a d'autres scores ? Ça, c'est les scores biologiques. Après, il y a d'autres marqueurs. Enfin, il y a la CRP. Oui, donc on est toujours effectivement dans les scores biologiques. Et après, non, j'en ai pas d'autres. Score radiologique ? Le Balthazar. Le Balthazar, voilà. Donc, les scores de gravité biologique, il faut connaître le Ronson. Vous devez connaître pour le Ronson chacun des items. Je vais pas vous le reprendre ici, ça prendrait trop de temps, mais je vous rappelle le moyen mnémotechnique qui est dans tous les bouquins. C'est GALA-Bush, GALA à l'admission et Bush à 48 heures. Après, il y a les scores généraux de réanimation, comme tu disais, le score Apache, etc. Bon, ça, c'est moins spécifique. Un marqueur biologique, la CRP à 48 heures, c'est assez spécifique d'une poussée grave. Donc, ce n'est pas compris dans le score de Ronson. Donc, en général, enfin, de toute façon, on dosera la CRP, il faudra la doser à 48 heures. C'est un argument en faveur, voilà, une CRP supérieure à 100, c'est un facteur de mauvais pronostic à 48 heures. Et enfin, le score de gravité radiologique, le score de Balthazar. Alors, je vais rapidement vous le rappeler, le score de Balthazar. C'est Balthazar A, c'est un pancréas normal. Alors, il faut vous méfier, parfois, on vous dit le patient est adressé pour pancréatite, vous apercevez que la lipase est un petit peu limite, un petit peu inférieure à 3 N, mais on a quand même été sa pancréatite. Et le scanner montre un Balthazar A. Il faut rechercher une autre maladie parce qu'on n'a pas du tout la définition de pancréatite, mais ça arrive assez fréquemment, donc, puisque le pancréas est normal dans le Balthazar A. Balthazar B, c'est un pancréas élargi, un petit peu édémacié. Balthazar C, la graisse péripancréatique va être infiltrée. Balthazar D, il y aura une coulée de nécrose et sans bulle. Et Balthazar E, il y aura soit une coulée de nécrose avec des bulles qui témoignent d'une surinfection, soit plusieurs coulées de nécrose. Donc c'est le score le plus grave. Le deuxième élément du score de Balthazar, c'est le degré de nécrose du pancréas. Donc soit pas de nécrose du tout, ça fait 0 points. Entre 0 et 30%, ça fait 2 points. 30 à 50% de nécrose, 4 points. Et plus de 50% de nécrose, 6 points. Voilà, pour la première partie du score de Balthazar, on part de 0 et on ajoute 1 à chaque fois. Donc pour vous donner une petite idée, Balthazar supérieur à 7, ça donne une morbidité de 92% et une mortalité qui n'est pas négligeable de 17%, presque un patient sur 5. Voilà, tandis qu'un Balthazar inférieur à 4, c'est une pancréatite non grave avec une morbidité à 8% et une mortalité faible à 3%. Bon, c'est pas rien non plus, c'est quand même 3 patients sur 100, j'ai des patients qui sont en général jeunes. Et une idée du pronostic en fonction du Ronson, moins de 3, c'est une pancréatite bénigne, plus de 5, c'est une pancréatite sévère. Entre, c'est une pancréatite intermédiaire. Alors, on revient au cas clinique avec la prise en charge des douleurs du patient. Donc la prise en charge des douleurs en aigu, ça c'est une question un peu générale, pas du tout que dans les pancréatiques, que dans les douleurs pancréatiques, c'est la prise en charge des douleurs sévères en aigu. Donc en gros la titration de la morphine en aigu. Donc dans une question de douleur, c'est toujours évaluation par une échelle standardisée, c'est-à-dire le VA. Et deuxièmement, le protocole de titration de morphine. Chaque service d'urgence a son protocole en général. Là, je vous en mets un que vous pouvez retenir, qui est très efficace. C'est, vous mettez dans une seringue 10 mg de morphine que vous diluez dans 10 cc. Donc ça fait 1 mg par millilitre.
Et vous pouvez en gros, c'est des bolus d'à peu près 2 mg qu'on fait en général. On peut faire le premier bolus un peu plus, entre 3 et 5 mg. Et ensuite, on fait des bolus de 2 mg toutes les 5 minutes jusqu'à ce qu'on ait une VA inférieure ou égale à 3. Voilà, ça c'est un protocole assez valable et moyen. On administrera des coantalgiques. Il ne faut pas oublier le paracétamol, qui est un très bon coantalgique de la morphine. Les patients nous disent toujours mais la morphine ne m'a rien fait, c'est quand j'ai pris le paracétamol juste après que j'ai été guéri. En fait, c'est l'addition des deux qui est très efficace. Et ça permettra de diminuer les doses de morphine nécessaires. Alors, à distance de cet épisode, le patient vient en consultation d'alcoolologie pour une évaluation de sa consommation alcoolique. Quel bilan il faut pratiquer chez un patient qui a une consommation d'alcool chronique? Donc, premièrement, le bilan clinique, évaluation de la consommation alcoolique, évaluation de l'alcoolodépendance. On s'aidera de questionnaires standardisés. Il y a un questionnaire que vous devez connaître au moins de nom, c'est le questionnaire AUDIT. C'est un questionnaire qu'on vous fait faire souvent dans vos premières années de médecine. On a toujours l'impression d'être alcoolique quand on le fait, mais c'est un questionnaire assez utile. Évaluation de la motivation au sevrage, un entretien motivationnel. Alors, ça c'est sur le côté psychologique. Un patient qui n'est pas motivé pour se sevrer, vous n'y arriverez pas. Donc il faut faire un entretien motivationnel pour forcer sa motivation. Et recherche d'une co-intoxication, puisque la prise en charge d'un patient avec une co-intoxication, cannabis, même tabac, faut le prendre en compte, tabac, cannabis ou autre drogue, ça sera une prise en charge un petit peu plus spécialisée d'addictologie. Ensuite, deuxième partie, c'est l'évaluation du retentissement de cet éthylisme, donc sur le plan clinique. C'est l'examen cardiovasculaire, rechercher une hypertension ou des signes d'insuffisance cardiaque en rapport avec une cardiopathie alcoolique. L'examen abdominal et hépatologique, donc je vous rappelle le dossier de cirrhose qu'on vient de faire, il faut rechercher des signes de cirrhose. L'examen ORL et stomatologique, rechercher des lésions de cancer ORL ou des lésions prénéoplasiques. Voilà, donc il faudra adresser ce patient à un ORL pour qu'il ait au moins un examen ORL, le plus souvent une fibroscopie ORL et un examen stomatologique qui sera réalisé aussi. Et enfin, on fera aussi volontiers, ou en tout cas au moindre signe, un examen ophtalmologique et un examen neurologique à la recherche soit de signes d'encéphalopathie alcoolique, des démences, ou alors des névrites optiques rétrobulbaires en ce qui concerne l'ophtalmo. Le bilan paraclinique d'un patient éthylique chronique, c'est un bilan hépatique, bien sûr, pour rechercher une atteinte hépatique. L'hémoglobine pour rechercher une anémie carentielle. On fera avec un VGM. Au moindre doute, on dosera les vitamines s'il y a une anémie. Un ionocréate, ça on le fait de manière assez générale. Une échographie abdominale pour dépister une hépatopathie. Une consultation ORL de dépistage, donc je l'ai remis dans le bilan paraclinique, pour citer la fibroscopie ORL, qui sera réalisée au moindre doute, la consultation ophtalmo avec les examens ophtalmo divers et variés, notamment le fond d'œil, pour rechercher une névrite optique, et un électrocardiogramme pour rechercher des signes de cardiopathie. La question suivante, après la première consultation d'alcoolologie, on organise ce bilan, mais le patient ne vient jamais avec les résultats de ce bilan, il l'a probablement jamais fait. Il est perdu de vue, et il revient quelques mois plus tard aux urgences. On vous appelle aux urgences parce que vous êtes de garde. Et la police a amené ce patient qui était en état d'ébriété et vous demande de remplir un certificat de non-admission pour ce patient pour pouvoir l'emmener au poste. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un certificat de non-admission aux urgences? Comment est-ce qu'on le rédige? Une petite commission de santé publique pour faire une pause dans ce dossier. Donc, c'est un certificat qui dégage la responsabilité des services de police ou de gendarmerie dans le cas où surviendrait un événement médical particulier, un problème médical pendant la détention du patient, pendant la détention provisoire du patient. Donc ça concerne quels patients? Ça concerne les patients qui sont arrêtés en état d'ivresse sur la voie publique avec des troubles du comportement. On espère que ceux qui n'ont pas de troubles du comportement ne sont pas arrêtés en général. Il est délivré à la demande de la police, c'est marqué sur le certificat, il faut le marquer, délivré à la demande des forces de l'ordre. Donc, les conditions de délivrance, examen complet du patient, comme dans tout certificat, même si en pratique c'est un examen rapide, respect du secret médical dans la rédaction du certificat, on ne mettra aucun élément médical, absence de contre-indication décelée à la garde à vue. C'est ça la phrase, c'est monsieur Untel a été examiné, et il n'y a pas de contre-indication à la garde à vue.
Donc je vous ai mis l'exemple, je sous-signais identité du médecin, certifie avoir examiné le 17 décembre à 20 h, monsieur Untel, âgé de 37 ans, demeurant à tel endroit, et présenté par les forces de police de tel endroit. On met ensuite l'état de santé du patient au moment de l'examen. Soit, les trois possibilités, c'est m'autorise à remettre le patient aux forces de l'ordre, ne m'autorise pas à remettre ce patient aux forces de l'ordre, ou troisième possibilité, c'est le patient refuse l'examen, ce qui est quand même relativement fréquent chez les patients complètement bourrés qu'on vous amène. S'il refuse l'examen, vous le marquez, comme ça vous êtes dégagé également de la responsabilité. Daté, signé comme tout certificat avec le tampon. Question suivante, on revient à l'hépatogastroentérologie. Au cours de la procédure du certificat de non-admission, on décide de garder le patient aux urgences et de ne pas le remettre aux forces de l'ordre, car il présente une douleur abdominale modérée de l'hypocondre droit, qui n'est pas normale, et vous souhaitez réaliser un bilan. Vous faites ce bilan et vous retrouvez un TP nettement diminué à 33%, une bilirubine nettement augmentée, 112 micromoles, et une cytolyse majeure, avec plus de 4000 d'azote, plus de 3000 d'alate, des phosphatases alcalines également et gamma-GT très élevés. Donc vous avez une cholestase importante, une cytolyse majeure, un TP diminué. Est-ce que vous suspectez un diagnostic ? Une hépatite aiguë alcoolique. Une hépatite aiguë alcoolique, tout à fait. Donc l'hépatite alcoolique aiguë, c'est assez simple à l'internat. Il faut la suspecter sur la clinique. Le diagnostic est souvent porté sur la clinique et la biologie. Mais on n'a pas forcément de preuves diagnostiques. Donc ça se suspecte sur le terrain essentiellement. Un patient qui a des perturbations du bilan hépatique et qui a bu énormément d'alcool ces derniers jours, il faut suspecter une hépatite alcoolique aiguë. Donc les arguments, c'est le terrain, patient alcoolique aigu avec une consommation connue avec une consommation aiguë importante. La clinique, les douleurs de l'hypocondre droit, elles ne sont pas toujours présentes, mais elles peuvent orienter. Et la biologie, cytolyse aiguë, cholestase et l'insuffisance hépatocellulaire qui est évoquée ici par le TP qui est très bas. Quel est le bilan paraclinique avant d'instaurer un traitement et est-ce qu'il faut faire un traitement déjà et est-ce qu'il faut faire un bilan paraclinique ? Les indications de traitement reposent sur le score de Madré. Le score de Madré, on vous demande de le connaître et de le retenir. Donc même si je pense qu'on ne vous le demandera pas à l'internat, on vous donnera le résultat. Donc je vous donne rapidement la formule, c'est 4,6 multiplié par 5 fois la différence des TP, c'est-à-dire le TP du malade moins le TP du témoin, en secondes. Donc il faut demander au laboratoire de l'exprimer en secondes, parce qu'il vous donne le pourcentage. Donc il faut demander quand vous faites le test et que vous suspectez une alcoolique aiguë, de l'exprimer en secondes. Vous additionnez à ça la bilirubine en milligrammes par décilitre. Alors il faut faire la conversion parce qu'on vous donne les résultats, vous, en micromoles. Cette formule, d'accord, vous l'avez partout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Madré supérieur à 32, c'est une hépatite alcoolique grave. Hépatite alcoolique grave, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 50% de mortalité à un mois. N'oubliez pas que c'est des patients qui parfois n'ont aucun antécédent, qui ont juste bien forcé sur l'alcool pendant une courte période et ils ont une chance sur 2 de mourir à un mois lorsqu'ils ont une hépatite alcoolique grave. Pour vous donner une idée, ici on sait qu'on a une hépatite alcoolique aiguë grave. Pour vous donner une idée, bilirubine supérieure à 100 et un TP inférieur à 50%, c'est un Madré supérieur à 32. Voilà, comme ça, même si vous oubliez le score de Madré, ce qui peut arriver, vous vous souviendrez à peu près de ces limites qui sont faciles à retenir. Donc ici, on a un TP à 33%, une bilirubine à 112. On est devant une hépatite alcoolique aiguë grave, donc il va falloir envisager un traitement. Quand on a un Madré supérieur à 32, l'étape suivante, c'est la biopsie hépatique. Parce que quand on ne veut pas faire de traitement, il n'y a pas besoin de preuve histologique. Quand on veut faire un traitement, les traitements, on va le voir juste après, c'est les corticoïdes. Et c'est un traitement dangereux, donc il nous faut absolument une preuve histologique avant ce traitement. Donc, quel est votre bilan paraclinique avant d'instaurer un traitement? On y revient. Donc, une biopsie hépatique par voie transjugulaire, bien sûr, parce que le TP à 33% est une contre-indication à une biopsie par voie transpariétale, pour confirmation du diagnostic avant mise sur corticothérapie.
Il faudra aussi éliminer une autre cause d'hépatite aiguë, hein, bien sûr, parce qu'il y a l'alcool, mais il n'y a pas que ça. Donc il faudra faire les sérologies hépatite A, hépatite B. Il recommande également de faire l'hépatite C, alors même si je vous rappelle que les hépatites aiguës C, les hépatites graves aiguës C, ça a été rapporté quelques cas dans la littérature, mais faut retenir que l'hépatite C, c'est chronique. Mais bon, on recommande de le faire, surtout pour les facteurs hépatotoxiques. Et il faudra faire aussi une échographie Doppler hépatique pour rechercher une pathologie vasculaire du foie qui peut donner une hépatite aiguë, c'est-à-dire une thrombose soit des artères, soit des veines portes ou alors les artères hépatiques éventuellement. Enfin, il faudra faire le bilan pré-corticothérapie, il faut absolument penser au bilan infectieux. Si vous oubliez l'électrocardiogramme, c'est moins grave. Par contre, avant une corticothérapie aiguë, il faut faire un bilan infectieux complet. Et si le bilan infectieux est positif, il faudra traiter avant de mettre en place la corticothérapie. Donc ECBU, des hémocultures, on les fera volontiers de manière systématique. Et la radio pulmonaire au minimum avec un examen complet. Quel est votre traitement? Donc, l'hospitalisation en urgence, bien sûr, hein, il a une hépatite sévère, donc on l'hospitalise, rééquilibration hydroélectrique et mise en condition. Le traitement spécifique, que je vous l'ai dit juste avant, c'est la corticothérapie par voie systémique. Pourquoi la justification? Eh bien, c'est un score de Neumann-Rey supérieur à 32. Le traitement préventif et la surveillance, il ne faut pas oublier, c'est la prévention du syndrome de sevrage alcoolique, donc l'hydratation et la vitaminothérapie B1, B6. C'est un 0 à la question, bien sûr, si vous oubliez de parler du sevrage alcoolique et surtout de la prévention du DT. Les préventions des complications de décubitus, on évite l'héparine hein, parce qu'il a déjà des gros troubles de coagulation, donc on évitera l'héparine. Et la surveillance clinique et biologique de l'efficacité du traitement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes pathologies alcooliques qu'on a un peu passé en revue dans ce dossier? Non, pas de questions particulières. Alors on passe au troisième dossier.